Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur France 3 Alpes. Au sommaire de ce journal, trouver un nom au CEVA, c'est l'objet d'un référendum qui débute cette semaine en France et en Suisse. Ce RER reliera Annemasse à Genève toutes les 10 minutes à partir de 2019. Et puis nous irons à l'Alpe d'Huez où a lieu aujourd'hui un incroyable rassemblement de cyclistes hollandais. Cela s'appelle l'Alpe d'Uzès et c'est en fait une course caritative à laquelle participent plusieurs milliers de cyclotouristes. La météo, soleil, ciel bleu et thermomètre qui flirtent avec les 33 degrés en pleine. Bref, l'été continue et c'est une bonne nouvelle. Et on commence ce journal avec un soulagement du côté de Bourgoin-Jallieu. Une enquête avait été ouverte il y a 10 jours pour une tentative d'enlèvement d'une fillette à la sortie de l'école. Et cela avait provoqué bien sûr beaucoup d'émoi. Mais finalement, cette tentative d'enlèvement n'en était pas une. Les précisions avec Christian Deville. C'est l'appel à témoins qui a permis d'élucider ce qui est désormais une pseudo-tentative d'enlèvement. Hier, un homme s'est présenté à la PJ de Lyon, chargé de l'enquête, avec un film tourné par une caméra embarquée dans son automobile. Sur les images, une partie de la scène qui s'est déroulée le 26 mai dernier. Une fillette en pleurs sur le terre-plein central du carrefour de Boussieux, un homme qui s'arrête et la fait monter dans sa Mercedes, dont le numéro d'immatriculation est facilement identifiable. Les enquêteurs n'ont eu aucun mal à trouver son propriétaire et conducteur, un artisan âgé d'une 60aine d'années habitant Nivola-Vermel. Celui-ci a expliqué qu'il voulait venir en aide à la fillette, seule au milieu du trafic, qu'il l'a donc ramenée aux abords de son école, mais que lorsque la mère l'a aperçue et est venue la récupérer dans son véhicule, il s'est ensuite enfui parce qu'il conduisait sans permis. C'est également pour cette raison qu'il ne s'est pas présenté plus tôt au commissariat. Tout est bien qui finit bien donc. La mère de la fillette a retiré sa plainte et a même exprimé le souhait de rencontrer l'automobiliste bienveillant pour le remercier. Toujours au chapitre des faits divers, l'enquête sur l'agression sexuelle d'une fillette de 5 ans à Gaillard en Haute-Savoie a connu un rebondissement hier. Le juge d'instruction a en effet placé l'instituteur remplaçant sous le statut de témoin assisté à l'issue de sa garde à vue. Les précisions avec Ingrid Pernet-Duparc et Serge Vorette. L'enquête se poursuit au commissariat de police d'Annemasse, là où précisément vendredi soir, la mère de la petite fille de 5 ans est venue dénoncer des faits graves, l'agression sexuelle de son enfant. Les derniers éléments d'enquête pourraient exclure le fait que l'agression a eu lieu au sein de l'école du Salève, là où la petite fille est scolarisée en classe de maternelle. Les résultats des analyses ADN montrent que les relevés faits sur les vêtements de la fillette n'appartiennent pas à l'homme entendu et mis en garde à vue. Il a été présenté au juge d'instruction qui l'a placé sous le statut de témoin assisté. Un statut intermédiaire entre celui de simple témoin et de mise en examen, un statut qui s'attache à la présomption d'innocence. Les investigations et les recherches se poursuivent au sein de la famille dans ce quartier populaire de Gaillard où la mère de famille est installée avec ses enfants. Oui, justice toujours, le procès devant la cour d'assises de Grenoble de 10 personnes, dont 3 champions de taekwondo de l'équipe de France, touche à sa fin. Les 10 prévenus sont accusés de proxénétisme aggravé et de viol ou tentative de viol pour certains d'entre eux. Après 10 jours de débat, l'avocate générale a requis hier des peines allant de 12 mois à 10 ans de prison. Le verdict est attendu en fin de journée. En 2019, un RER reliera Annemasse à Genève toutes les 10 minutes. Et ce RER, il se cherche aujourd'hui une identité. Bref, quel sera son nom? La question est posée et tout le monde, de part et d'autre de la frontière, est appelé à se prononcer. Un grand référendum qui débute cette semaine. Serge Vorette et Ingrid Pernet-Duparc. Il y a 4 propositions, CEVA Express, Léman-Nice, Léman Express, puis Réseau Ferroviaire, Léman Express. Voilà donc les 4 noms proposés au chaland de la gare de Genève-Cornavin, mais aussi sur Internet. Un nom à choisir qui doit devenir un réflexe. Et c'est d'ailleurs pour cela que le conseiller d'État genevois au transport a choisi Réflexe.
un réflexe qu'on espère massif pour que justement on décharge un petit peu nos routes. Hein. Ce n'est pas seulement sur le territoire genevois et suisse, ça va bien au-delà, c'est aussi à Annemasse, c'est aussi à Bellegarde, où il y a ces flots de voitures qui viennent continuellement un petit peu de l'extérieur, autant du canton de Vaud que du côté français. Alors je pense que la région devrait avoir par la suite un bon réflexe, donc j'ai choisi ce nom. Il s'agit donc bien de séduire le client potentiel qu'on attend nombreux, voire très nombreux, entre Annemasse et Genève. Aujourd'hui, la gare d'Annemasse va passer environ 300 000 voyageurs par an. Demain, c'est-à-dire en 2019, on annonce, et c'est les CFF et la SNCF qui l'annoncent, on annonce entre 4 et 5 millions de voyageurs par an. On va changer de fonctionnement dans cette région. Aujourd'hui, on vit dans les embouteillages, on vit avec une qualité de l'air qui n'est pas extraordinaire. Demain, c'est autant de pollution en moins, autant d'embouteillages en moins. Vivement que le CEVA arrive avec son nouveau nom. En attendant, ce sont surtout les travaux qui avancent. La prochaine étape, c'est le jeudi 11 juin. La région Rhône-Alpes annoncera qui du constructeur de rames français ou suisse elle choisira. Quant au nom futur du CEVA, il sera officiellement dévoilé le 19 juin. C'est une bonne nouvelle. L'État vient de valider un projet de travaux de 182 millions d'euros au sein du CHU de Grenoble. Alors concrètement, de 2016 à 2022, l'hôpital va subir une importante transformation. Au programme, la rénovation des blocs opératoires, la modernisation de l'hôpital Michalon et puis aussi la construction d'un nouveau plateau technique. Les précisions avec Marion Feutry et Nathalie Rapuc. Un bâtiment de 12 000 m², avec nouveaux services d'urgence, de réanimation et héliport. Voici le futur plateau technique qui devrait remplacer l'accueil des urgences d'ici 2022. C'est l'une des mesures phares du plan de restructuration de l'hôpital Michalon. C'est une attente forte de la communauté médicale pour avoir des réanimations enfin conformes et une hélistation également enfin conforme, connectée directement aux services d'urgence, au déchocage, aux réanimations et au bloc opératoire par un accès direct et non plus par ambulance comme ça se fait aujourd'hui entre l'hélistation qui est juste à côté et le bâtiment des urgences. Autre point fort du projet, la rénovation des bâtiments existants, avec notamment un nouveau hall d'accueil unique au lieu de 2 actuellement. Enfin, les salles opératoires vont elles aussi subir des travaux de modernisation. Le patient qui vient pour une chirurgie ambulatoire, il doit être accueilli dans un local adapté, opéré, aller en salle de réveil, on suit jusqu'à la sortie et ensuite retour sur la ville. Dans les conditions actuelles, ce n'était pas possible. Le malade a été vu à des étages différents, il a été opéré dans un temps qui était parfois aléatoire, une sortie qui n'était pas toujours parfaitement programmée. Là, on va faciliter les choses. Une restructuration très attendue du côté de la communauté médicale. L'enjeu, rendre l'hôpital plus attractif, tant pour les patients que pour les médecins. C'est une étape cruciale pour la qualité de l'accueil de nos patients, mieux orienter les flux, que les patients se retrouvent mieux au sein de ce très très gros hôpital, et puis aussi pour attirer les meilleurs médecins, les meilleurs soignants. Je pense que c'est aussi très important pour eux de travailler dans des locaux adaptés et modernes, voire un petit peu futuristes. On va être très ambitieux. Et l'ambition a un coût, 182 millions d'euros pour 6 ans de travaux. Premier coup de pioche en 2016. On va s'intéresser maintenant à une innovation très originale, une application pour smartphone qui encourage les familles à faire des randonnées en forêt ou en montagne. Elle a été mise au point par Easy Mountain. C'est une jeune société grenobloise et le principe est tout simple. Rendre la balade ludique et pédagogique. Et vous allez le voir, ça marche très bien auprès des enfants. Jean-Christophe Solari et Yves Mariglo. Des promeneurs sur un chemin, pas de carte à la main, mais un smartphone avec une application Maix. C'est elle qui va orienter les marcheurs vers le parcours de leur choix. Il faut prendre à gauche apparemment. Sur l'écran, un traceur GPS. Il conduit les randonneurs depuis leur domicile jusqu'au point de départ de la promenade et surtout le parcours ensuite. Une prise en charge totale de l'itinéraire avec une précision à 5 mètres près. Voilà qui permet aux nombreuses personnes qui ont peur de se perdre en montagne de prendre leur sac à dos pour une balade en toute sérénité.
On est toujours placé et au fur et à mesure qu'on avance, on a une situation en temps réel avec le temps qu'il nous reste à faire par rapport à la rando et le pourcentage qu'on a fait du parcours. Ça permet d'anticiper si on est un peu plus long, un peu plus rapide, savoir si on peut se faire une pause pique-nique ou s'il faut mieux qu'on accélère pour arriver avant la nuit. Le public visé par les fondateurs d'Easy Mountain, les familles et les marcheurs du dimanche. Pour rendre la promenade ludique et instructive, ils ont imaginé des quiz à leur intention. L'orchidée. Le mot orchidée vient du grec ortis. Que veut dire orchis? On travaille pour les générations futures en fait. C'est-à-dire que c'est pas facile actuellement où tout est immédiat et compagnie de faire marcher des enfants. Là, par le fait des quiz et compagnie, ça permet aux enfants de s'intéresser à l'activité. Enfin, c'est interactif, un peu comme on ferait avec un accompagnateur, en moins complet bien sûr, mais il y a quand même un petit peu de ça. Et puis ça permet aussi aux adultes de pouvoir jouer l'apéro. C'est quand même important. Il a fallu 3 années de travail à l'équipe pour développer l'application, choisir des parcours faciles, les renseigner, les enrichir d'informations. Tout cela se fait ici, dans les locaux de cette pépinière d'entreprise, le Tarmac, à Mélan. Aujourd'hui, la jeune société a réussi à créer une petite communauté autour de son application. Aujourd'hui, on on a 2000 membres dans la communauté, on a 250 parcours sur le quart sud-est et on a des citadins, on a des amoureux de la nature et la bonne surprise c'est qu'on a 30% aussi de Parisiens qui utilisent notre solution pour découvrir le Vercors et le Luberon par exemple. Ce beau succès éveille l'intérêt des offices de tourisme des stations de ski. Elles trouvent là le partenaire idéal pour développer la randonnée pédestre sur leur domaine en été. La Plagne, Val d'Isère, les Carélis ou Vercors Tourisme ont déjà signé. Et ce n'est qu'un début. Les grandes villes aussi verraient bien le petit Sturicat proposer des balades urbaines sur les smartphones de leurs visiteurs. Coup de projecteur maintenant sur un événement multicolore, solidaire et impressionnant. L'Alpe d'Huez accueille depuis 10 ans l'Alpe d'Uzès, une course caritative qui rassemble des milliers de cyclistes hollandais sur les pentes de cette célèbre montée. Le but, récolter des fonds pour la recherche contre le cancer. Jordan Guéant et Florine Eba. Même après 10 éditions, l'Alpe d'Uzès reste un événement à part dans le cœur des Hollandais. Un grand téléthon contre le cancer qu'on dispute en famille, des souvenirs en tête. C'est très spécial. On court ici en mémoire de son grand-père. Il nous a quittés il y a 4 ans des suites d'un cancer. C'est pour ça qu'on est aujourd'hui ici. Depuis quelques jours, les gens peuvent noter leurs souvenirs, leurs vœux, leurs sentiments à la mémoire de ceux qui nous ont quittés. De 4h30 à 15h, 10 000 personnes vont donc gravir les 21 virages de l'Alpe, l'itinéraire du Tour de France. Une fois ou deux, parfois 6 fois, une performance préparée forcément avec sérieux ou pas. Je suis de Rotterdam, alors nous avons le pont de Brienhoort. C'est 2% la pente. Alors ça un peu. Là c'est 14. Ouais, je sais. Alors c'est quand même une différence. C'est une sorte de barre énergétique sucrée. C'est rapide et facile à manger. À chaque fois que tu grimpes, tu dépenses en moyenne 1500 calories. Je ne suis pas un cycliste professionnel, mais pour faire la montée et la descente 6 fois de suite, il faut vraiment prendre tout cela au sérieux. Au son du DJ, au rythme des ravitaillements, tous vont donc se dépasser. Une inscription payée, souvent sponsorisée par des entreprises pour récolter des fonds. Vous ne donnez pas seulement de l'argent, vous donnez vraiment de votre personne. L'an dernier, 29 millions d'euros ont été ainsi récoltés. À l'Alpe d'Uzès, tous ont donc des jambes et du cœur. Voilà une très belle épreuve solidaire et on va retrouver tout de suite en direct de l'Alpe d'Huez la co-organisatrice de ce bel événement, Carina Van Breukelen. Bonjour, merci d'être avec nous. On l'a vu à l'instant dans ce reportage, il fait beau, le soleil, le beau temps est au rendez-vous. Ça va être une très belle fête cette année encore. Oui, merci, merci d'être avec nous. Alors, en effet, vous avez vu un beau soleil, plein de participants qui sont très contents d'avoir fait leur montée. Et on
est donc très contents d'être tous à nouveau ici à l'Alpe d'Huez. Karina, comment est-ce que vous expliquez l'énorme succès de cette manifestation? Alors, en fait, je pense que le succès s'explique par le fait que tout le monde connaît quelqu'un dans son entourage qui souffre du cancer et on a envie de se mobiliser pour que dans l'avenir, plus personne ne meure d'un cancer. Et c'est pour ça que tout le monde est ici pour faire la montée de l'Alpe d'Huez plusieurs fois dans la journée afin de récolter de l'argent pour la bonne cause. Alors justement, ça marche très bien, on l'a entendu, 29 millions d'euros récoltés l'an dernier. Vous espérez faire mieux encore cette année? Alors, l'année dernière, on avait récolté 13 500 000 euros et on a cette année à peu près le même nombre de participants. Donc on peut espérer d'avoir peut-être le même montant cette année-là. Il y a vraiment un lien très fort entre l'Alpe d'Huez, entre Bourdoisan et les Pays-Bas. Et c'est vrai que ça fonctionne vraiment très bien. C'est une alchimie qui fonctionne très bien. Alors, je n'ai pas tout à fait compris votre question. Le lien entre Bourdoisan et Alpe d'Huez et notre événement, c'est ça? Et les Hollandais surtout, parce que les Hollandais aiment beaucoup l'Alpe d'Huez. Oui. En fait, les Néerlandais aiment beaucoup l'Alpe d'Huez parce qu'ils connaissent tous cette montagne mythique. Ils le connaissent par le Tour de France déjà. C'était aux Pays-Bas, on l'appelle ça la montagne néerlandaise. Mais en même temps, c'est devenu, grâce à l'Alpe d'Huez, la montagne d'espoir. Parce que c'est ici qu'on récolte tout cet argent pour la lutte contre le cancer. Merci beaucoup en tous les cas Karina Van Breukelen d'avoir répondu à nos questions. Vous souhaite bien sûr une très bonne fin de journée, une très bonne fin de semaine dans cette grande fête de l'Alpe d'Huez. Un sujet à découvrir sur notre site internet alpe.france3.fr. Ce soir, le handballeur chambérien Bertrand Gilles disputera le dernier match de sa carrière face à Toulouse. Et en attendant, et bien sur Twitter, les messages se bousculent déjà sous le hashtag Merci Bobo, c'est le surnom de Bertrand Gilles. Et puis en football, 2 mots pour vous parler du GF38. Il se passe des choses en ce moment du côté de la direction du GF38 et notamment le président de la SASP n'est plus César Puente Rodriguez. Il a été remplacé par Stéphane Rossnoblet, le GF38, donc qui repartira la saison prochaine, vous le savez, en championnat de CFA. Et puis avant de se quitter, ce samedi, vous pourrez voir sur notre antenne un très beau documentaire destiné, consacré à l'histoire du tunnel du Mont Blanc. C'est un documentaire qui raconte la construction de ce tunnel dans les années 60 et qui retrace toute son histoire jusqu'à l'accident dramatique qui avait eu lieu en mars 99. Au programme donc des témoignages et beaucoup d'images, d'archives. On regarde un extrait. L'éclairage, d'abord brillant, diminue au fur et à mesure que l'on s'enfonce au cœur de la montagne où la frontière est symboliquement tracée. Limités dans leur vitesse, les automobilistes rouleront sous une voûte de 6 mètres, sillonnée par 4 conduits chargés d'assurer la ventilation de la galerie. J'ai été impressionné par la longueur du tunnel. Oh oui, alors ça c'est formidable. Hein. Formidable. Et les voyants pour la vitesse sont extraordinaires aussi. Splendide. Molto bello. Oh, c'est magnifique, monsieur. C'est magnifique. C'est une réalisation grandiose. Si vous vous rendez en Italie pour vos vacances ou vos affaires, peut-être passerez-vous par le tunnel du Mont Blanc. Le prix en est variable suivant la cylindrée de votre voiture. Il va de 6 francs pour une moto à 40 francs pour une grosse cylindrée et 150 francs pour un autocar. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant,